Je vais juste te dire une phrase qui m'a toujours marqué, qui m'a été donnée par mon père. C'est que le voyage vaut autant que la destination. En fait, la définition de l'intrapreneuriat, c'est utiliser les skills d'entrepreneur, ou au moins au-delà des skills, mais de cette fameuse apprentissage, et en fait de le réutiliser dans son job. Parce que vraiment, et là c'est une croyance très personnelle, mais je ne pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'opposer salariat, entreprendre, parce qu'il y a plein de modèles, il y a plein de mixité de modèles, et je pense on a des exemples dans notre entourage. Tu as traversé la Manche au mois d'août, c'est Ouais. ça 14h01 de nage, Ouais. 1 an de préparation. Ouais. Pourquoi avoir fait ça? J'ai tout fait pour que ça soit un non-événement. Mais l'arrivée sur la plage était folle. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui nage dans le grand bain du contenu. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Alors aujourd'hui, épisode particulier parce que déjà, on a un nouvel invité. C'est Gregor Osbolt. Salut. Bonjour à tous. Alors, sur ton LinkedIn, tu te présentes comme explorateur en slip de bain. Mais tu es surtout coach aussi spécialisé en intrapreneuriat. Donc, on va parler un petit peu de ça parce que l'intrapreneuriat, donc entreprendre finalement dans une entreprise déjà préétablie, c'est un sujet dont Wesley et moi, on connaît finalement pas du tout, dont on n'aura jamais forcément l'occasion d'en parler. Donc là, je me suis dit, parfait, parlons-en, c'est la bonne occasion. Et c'est aussi du coup une occasion de revenir sur ton expérience. Tu as traversé la Manche à la nage, 14h01 de nage. Donc on va parler de ça. C'est un défi assez incroyable. Et en slip de bain. Et en slip de bain, évidemment. Donc voilà. Avant tout, Wesley, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire? Eh bien, se connecter sur leur plateforme de podcast préférée et aller nous mettre 5 étoiles pour soutenir la progression de Systemator. Vous voyez qu'on commence à avoir des invités de plus en plus fréquents. C'est une manière pour nous de mettre en avant les spécificités de chacun. Et voilà, on est dans l'exploration. Donc, si vous êtes des explorateurs dans l'âme, on attend vos feedbacks. Super. Et en plus, c'est une des premières fois où on enregistre tous ensemble autour de la table. Parce que d'habitude, on est sur nos PC, on voit juste nos courbes et là, on se voit en face à face, les yeux dans les yeux. Donc, c'est un grand moment. Et ben, c'est parti, générique. Alors, Grégor, c'est quoi un peu ton parcours? Si tu devais nous résumer ton parcours rapidement, ça donnerait quoi? Alors, je vais pas te le décrire sous forme de CV, ce que j'ai pu vivre. Je vais juste te dire une phrase qui m'a toujours marqué, qui m'a été donnée par mon père. C'est que le voyage vaut autant que la destination. Et si je pourrais me décrire, en fait, c'est que pour moi, la curiosité et le voyage vaut toujours et vaut autant que la destination. Donc, voilà un petit peu qui je suis. Si vous voulez connaître un peu plus en profondeur mon parcours, j'ai vécu 3 grandes périodes. La première, c'est que j'ai un bac professionnel en maçonnerie. Je suis maçon de formation. J'ai appris à construire des bâtiments. Et après, je suis devenu conducteur de travaux tout corps d'État. Et je faisais un métier qui permettait de faire comprendre à des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler, de savoir comment construire en temps et en heure un bâtiment. Et c'était très drôle parce qu'il fallait faire parler des personnes qui parlaient au mètre et d'autres qui parlaient au centimètre. Et donc, c'était de travailler ça, de les mettre autour de la table. Ça, c'est vraiment ma première partie. La deuxième, c'est que j'ai pris mon sac à dos et je suis parti voyager pendant plus d'1 an et demi. Je suis allé, comme beaucoup de personnes, faire un PVT en Australie au tout départ pour commencer à aller voir un endroit complètement à l'opposé de chez nous, au-delà des mœurs et des cultures. J'ai eu l'opportunité après de me balader dans une dizaine de pays, toujours avec mon sac à dos. Objectif très simple, c'était d'apprendre à vivre et à mettre mes besoins de base en avant, qui étaient me nourrir, me loger et me blanchir tous les jours. Et donc, c'était de faire des petits jobs que j'aurais pas eu l'habitude de faire. Et la troisième casquette, aujourd'hui, tu parlais d'explorateur en slip de bain, d'explorateur de manière générale. Je suis un entrepreneur de base. En fait, j'aime explorer et par curiosité, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un véhicule hyper intéressant pour aller tester des nouvelles choses. Et j'ai autant travaillé dans l'adaptation des logements pour les seniors, où j'ai monté une première structure, et autant sur la big data, véhicules de société, l'e-commerce,
En fait, j'ai essayé toujours de partir d'une feuille blanche et d'aller développer des projets. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quoi la transition entre le moment où tu faisais ton métier dans le milieu de la maçonnerie jusqu'au moment où tu te dis allez, je prends mon sac, je quitte tout et je pars quoi. Le driver, c'est le sens, en fait. Je suis incapable de faire quelque chose où il n'y a pas de sens si dans mon corps me dit stop, ne le fais pas, arrête, continue. C'est un excellent métier. Cependant, moi, il y a un truc que j'adore et qui est très mal perçu, mais c'est qu'en fait, pour moi, quand je suis médiocre dans quelque chose, pour moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant à aller creuser. Et c'est ce qui m'a donné envie. À un moment donné, j'étais médiocre, je savais faire mon métier, je le maîtrisais, mais il n'y avait pas la passion derrière et il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais. Donc en fait, c'est ça qui m'a permis de dire allez, stop, j'arrête. C'était une belle période, je me suis bien éclaté. Ensuite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc c'est là où j'ai commencé à aller voyager. Et là, si je suis en face de vous, c'est pour parler de mon 4e temps. C'est au-delà de tout l'aspect entrepreneurial. Je suis toujours entrepreneur, je continue à me driver, mais c'est vraiment, aujourd'hui, je fais du coaching d'intrapreneurs. J'ai monté des programmes d'intrapreneuriat et aussi je fais du coaching de personnes sur des sujets très extraordinaires ou qui sortent de l'ordinaire. Et voilà, en fait, et ça, foncièrement, ça a du sens et ça me passionne. J'ai envie de me lever le matin et j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Waouh. Donc, l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que Wesley, nous, on a l'habitude un peu entrepreneuriat ou surtout même freelance, finalement, on peut un peu classer peut-être, histoire qu'on comprenne bien. Donc, l'idée vraiment de se dire, bon, j'ai une compétence, je peux la monétiser et donc je peux trouver des clients, faire de la rédaction, accompagner les gens, faire de la vidéo, ce genre de choses. Et l'entrepreneuriat, il y a quand même toute une autre dimension, c'est pas du tout la même échelle, puisque l'idée, en fait, c'est d'entreprendre dans une entreprise existante. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment, on va dire, à son compte, c'est-à-dire libre, comme on peut l'être quand on est entrepreneur. Alors, peut-être tu vas d'ailleurs me corriger, je sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de créer dans une entreprise. Et c'est vrai que c'est un sujet que moi, je n'ai jamais envisagé personnellement. Comment tu pourrais nous décrire un peu ça? En fait, ça part d'un constat très simple. Pourquoi parler d'intrapreneuriat? L'intrapreneuriat, en fait, aujourd'hui, c'est un mot qui est assez galvaudé pour une raison très simple. C'est que on a eu toujours tendance à opposer entreprendre, donc créer une entreprise et être salarié. Et en fait, malgré les politiques ou tout ce qui touche à la Startup Nation ou à toutes ces choses-là, on n'est pas là pour parler de cette typologie de croyance. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un truc qui est intéressant dans la Startup Nation, c'est pas le fait de dire qu'on monte et qu'on teste des projets, sachant qu'il y a des taux d'échec qui sont très forts. Le plus important, c'est de se dire comment je peux moi réutiliser le skills d'être entrepreneur. Ça veut dire d'être flexible, ça veut dire d'être en capacité d'utiliser mon écosystème, ça veut dire de comprendre les tenants et les aboutissants de mon entreprise. Et en fait, l'intrapreneuriat, c'est ça. Ça part d'un concept très simple, c'est que il y a des gens qui kiffent être dans leur boîte. Faut arrêter de toujours d'opposer, de dire que tout le monde ne trouve pas de sens ou autre. Par contre, il y a des systèmes qui ont été montés. Ces systèmes, beaucoup de personnes se sentent engoncées à l'intérieur et ont plein d'idées. Et ces idées n'émanent pas forcément que sur leur profil, leur fiche de poste. Ça peut être d'éliminer le plastique dans leur entreprise. Et quand on a des entreprises de plus de 100 000 personnes, je vous garantis que l'impact, il est tout aussi puissant que si on le faisait tout seul en démarrant d'une feuille blanche ou dans un incubateur. Il y a des personnes aussi qui veulent toucher le business ou monter des nouveaux business. Virgin en est un excellent exemple. En France, il y a des très très beaux exemples d'intrapreneuriat où il y a des belles choses qui ont été montées. En fait, la définition de l'intrapreneuriat, c'est utiliser les skills d'entrepreneur, ou au moins au-delà des skills, mais de cette fameuse apprentissage, et en fait de le réutiliser dans son job. Parce que vraiment, et là c'est une croyance très personnelle, mais je ne pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Puisque c'est quelque chose d'hyper important. Tu parlais de liberté, mais au-delà de la liberté, il faut savoir ce que vous êtes capable de mettre en face. Qu'est-ce que vous êtes capable de parier? Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre devant pour monter un projet où il y a des taux de casse qui sont de l'ordre de 80%? Donc en fait, il y a quand même des modèles et des mix de modèles qui sont importants. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'opposer salariat, entreprendre, parce qu'il y a plein de modèles, il y a plein de mixité de modèles, et je pense qu'on a des exemples dans notre entourage. Donc voilà ce qu'est l'intrapreneuriat, ou au moins une première base, ou j'allais dire l'essence de l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, un cliché que j'ai un peu, je sais pas toi, Wesley, mais c'est que je me dis, l'entrepreneuriat, c'est que pour les grands groupes, parce que ils ont déjà beaucoup d'argent, ils doivent dépenser leur budget. C'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que finalement, on peut avoir de l'entrepreneuriat dans des structures plus petites? Matériellement, comment ça se met en place? Intraprendre, c'est à partir du moment donné où tu es dans un milieu contraint.
le terme entreprise, dans le terme noble du terme, entreprise, ça veut dire faire quelque chose pour emmener à. Il faut arrêter de voir que l'entreprise sur la partie capitalistique. Une association, c'est une entreprise, si vous prenez le dictionnaire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment donné, on a 2, 3, 4 personnes qui travaillent dans le même giron ou des groupes de centaines de milliers de personnes. Il y en a qui ont des idées, il y en a qui arrivent avec leurs skills, leurs soft skills ou qui y sont, mais ils ont aussi des idées, peut-être des choses qui peuvent être mises au service de l'entreprise. Et en fait, c'est ça. C'est pas axé qu'aux gros groupes. Ça peut être vraiment très, très large. Mais c'est vrai que les gros groupes commencent à s'intéresser puisqu'ils sont intéressés à l'entrepreneuriat. Ils ont monté beaucoup, beaucoup de structures autour de ça. Maintenant, la vraie question, c'est ils sont assis sur des mines d'or. Sur des mines d'or, dans le sens qu'ils sont assis sur des personnes qui sont en capacité de pouvoir développer des projets de A à Z. Et en fait, c'est ça aussi, mais de manière frugale. Et en fait, cette frugalité, elle permet très souvent aussi de pouvoir faire naître des projets qui vont aller être tout de suite en contact avec leur marché, qui vont tout de suite aller répondre foncièrement à un besoin. Puisque c'est pas parce que tu es intrapreneur et que tu es dans un système et que ce système-là, même s'il te paye au quotidien, il y a quand même quelque chose d'hyper important, c'est quand même que ça réponde à quelque chose de fondamental et pour la personne dans sa quête d'envie, de sens, d'ambition, et pour l'entreprise, et après pour toutes les personnes qui vont l'aider et à se structurer. Ok, j'ai une question à ce sujet. Vas-y. Est-ce qu'il y a une passerelle possible entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat? Est-ce que, je sais pas, il y a des exemples de success stories de personnes qui ont quitté ensuite l'entreprise tellement le projet intrapreneurial devenait gros? Euh, moi, j'ai des exemples en tête qui sont peu connus. C'est vrai que oui, il y en a, il doit y en avoir. Je n'ai pas la science infuse pour te dire exactement quelle typologie d'exemple, mais moi, j'ai très souvent rencontré des intrapreneurs qui ont pris le goût d'entreprendre, mais qui ont pris le goût d'entreprendre en fait leur vie, pas forcément d'aller monter une boîte derrière. Et oui, il y a des exemples, oui, il y a des passerelles, mais comme je me suis rendu compte que beaucoup de mes amis entrepreneurs avec qui j'étais dans les incubateurs, il y en a qui sont rentrés dans des gros groupes, mais à qui on a donné plus rapidement les clés d'une business unit ou plus rapidement les clés d'un projet en tant que tel, d'une spin-off. Et donc, ça se fait dans ce sens, comme ça peut aussi se faire dans l'autre sens. J'aurais pas d'exemple, et d'ailleurs, c'est très intéressant, ça me donne envie d'aller creuser pour voir est-ce qu'il existe concrètement des exemples entre les deux. Ouais, et je sens que derrière ma question, il y a un petit peu toujours cette quête de liberté. Tout à l'heure, tu parlais des contraintes. Et justement, quand on est entrepreneur, vraiment entrepreneur à l'extérieur, euh, voilà, on voit le côté liberté, c'est trop cool, je fais ce que je veux quand je veux. Mais en face, il doit y avoir justement des contraintes qu'on s'impose, ou en tout cas avoir un minimum de cadre si on veut tenir la route. Et j'ai l'impression que derrière ma question, il y a un petit peu, ouais, ok, finalement, est-ce que l'intrapreneuriat, ça peut être une porte de sortie? Mais comme tu le disais, il y a des gens qui sont hyper satisfaits dans leur entreprise et qui ont envie d'entreprendre au sens premier du terme et continuer à évoluer dans l'entreprise, effectivement. En fait, c'est très drôle de toujours dire que l'entrepreneuriat, c'est égal la liberté. Mm. Moi, je trouve, moi vraiment, je pense que c'est pas le plus beau vecteur de liberté qui existe sur cette planète. Pour une raison très simple, c'est que à partir du moment donné où vous commencez à avoir des clients, quand vous commencez, ce que je souhaite à tout le monde, commencer à avoir des clients, quand vous devez y répondre, donc forcément il y a des contraintes. C'est du crédit de temps, il y a du temps que vous allez vous mettre si vous voulez vous développer beaucoup plus vite et que vous avez absolument besoin d'aller lever des fonds. Vous allez commencer à rendre des comptes à d'autres personnes à partir du moment donné où vous rentrez dans un écosystème, qu'il soit entre ou intrapreneur. Forcément, il y a des règles du jeu. Forcément, il y a des barrières à l'entrée de marché, il y a plein de choses autour. Et en fait, au-delà de la question de la liberté, oui, bien sûr, ça permet de savoir quand est-ce si on a envie de se lever le matin ou se lever plus tard et peut-être aller démarcher ses clients à partir de 10 heures ou autre, mais je pense pas que ça soit le plus gros vecteur de liberté. Par contre, c'est un gros vecteur de développement personnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une adéquation hyper puissante entre l'homme avec un grand H ou la femme, si l'homme, la femme, le sapiens, tout ce que vous voulez, et son projet. En fait, on y emmène qui on est. On a des problèmes avec l'argent ou des croyances avec l'argent, on va l'emmener au sein de sa structure, dans notre manière de gérer. En fait, au-delà de l'opposer ou de mettre la liberté, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un vrai levier de développement perso. C'est là où on va se confronter. Et on parle je parlais des taux de casse tout à l'heure. En fait, les taux de
podcasts, ils sont très liés aux croyances qu'on peut emmener à l'intérieur. Et il y en a un paquet. On est café de certaines croyances. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir le faire. Donc, au-delà de se dire que ça nourrit ce vecteur-là, l'entrepreneuriat nourrit un gros vecteur de pouvoir se connaître, de pouvoir se développer soi-même. C'est ce que je pense entre et intra. Ouais, on est convaincu avec Seb dans Systemator. Enfin, c'est une des raisons d'être de Systemator, c'est que entrepreneuriat et développement personnel sont intimement liés et peut-être pas toujours reconnus. Bon, les choses sont en train de changer de nos jours, mais mettre encore plus l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de boulot. En fait, l'entrepreneuriat, je trouve, je le définis souvent comme ça, c'est notre entreprise, une continuité de nous-mêmes, en fait. Et je trouve que c'est très vrai, en fait, parce que du coup, bah ouais, c'est ce que tu dis, t'amènes la personne que tu es, c'est surtout au début, quoi, les premiers temps. Après, quand t'as soit par exemple des associés ou même des salariés plus tard, c'est eux aussi qui vont façonner la suite, mais c'est avant tout toi, quand t'es le moteur de ça, c'est avant tout toi qui l'insuffle. Tout à fait. Je voulais revenir un peu là-dessus, sur l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un enjeu qui est important, c'est la détection des talents. Ouais. Il y a une grosse vague d'entrepreneuriat. Finalement, c'est un peu le gros changement de ces dernières années. C'est que beaucoup de gens se mettent à leur compte, changent de carrière, se mettent en freelance, montent des startups. Et finalement, je pense à un ami qui était dans une agence finalement de contenu, de publicité, etc., qui est très bon, qui avait envie d'évoluer. Et au final, dans son entreprise, on lui donnait pas vraiment ce qu'il voulait. Et donc, il a quitté l'entreprise pour créer sa boîte, pour faire la même chose, mais tout seul, sans moyens et sans sécurité. Alors, il est plus heureux, il gagne plus sa vie et tout ça, mais au final, je me suis dit, est-ce que c'est pas un gâchis énorme pour cette boîte de pas avoir détecté cette personne, de pas avoir regardé, ok, ben, dans ton temps libre, en fait, tu es en train de te former là-dessus, tu t'intéresses à tel sujet, tu as monté tel blog et tout ça, il faut qu'on te fasse monter plus haut dans notre structure, qu'on te permette d'avoir l'ambition de tes moyens. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un gâchis, entre guillemets, là-dessus? Et comment on fait pour détecter ces talents-là? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'on peut le faire, et même dans les structures plus petites? Forcément, il y a un gâchis, ça dépend duquel point de vue tu te places. En fait, à un moment, ce qui est intéressant dans les parcours de vie, c'est que à un moment, on se dit peut-être qu'on veut se lancer, peut-être qu'on veut le faire, ou peut-être, voilà, c'est juste de se poser une question très forte qui est pourquoi. Mais pour revenir à ta question, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que très souvent, on est embauché par rapport à ce qu'on a appris dans le passé, par rapport à l'école. Pour l'avoir vécu de plein fouet. Moi, j'ai un bac professionnel en maçonnerie. Et quand je suis rentré à l'incubateur de l'EM Lyon, je vous garantis que j'ai même reçu des réponses que je trouvais intéressantes et très passéistes, qui étaient Grégoire, si j'avais pas parlé avec toi et si j'avais pas discuté, je t'aurais peut-être jamais parlé. Et en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que aujourd'hui, c'est quoi notre rapport à l'apprentissage et à l'apprentissage en entreprise? En fait, c'est ça le sujet. Le sujet, une entreprise, elle est faite pour quoi? Oui, elle est faite pour générer du cash. Sinon, personne ne peut se payer. Il ne faut pas oublier qu'il y a des boîtes comme Kodak qui ont coulé. Enfin, il y a plein de boîtes aujourd'hui qui étaient sur un marché, aujourd'hui se font attaquer par des pure players. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très intéressant de voir la manière dont sont en train de se tordre les modèles, puisque le fameux CDI où tout va bien, à un moment donné, si la boîte se fait concrètement attaquer, à un moment, il y a des boîtes qui peuvent péricliter. Donc, au-delà de la question du gâchis, oui, c'est un gâchis, mais il y a un autre sujet, c'est quelle est la place de la curiosité et de l'apprentissage dans l'entreprise? Et je ne parle pas d'aller faire des formations d'une journée payée parce que vous avez un crédit ou un token qui va vous faire dire que vous pouvez le prendre dans l'année. C'est quelle est la responsabilité aussi de l'entreprise, mais la responsabilité personnelle aussi du salarié de se dire, OK, je me sens pas bien, je suis dans un bain, j'allais dire, pour ne pas spoiler tout à l'heure, mais dans un bain mi-chaud, mi-froid. Et en fait, à un moment donné, c'est qu'est-ce que moi je peux apprendre pour pouvoir continuer à me développer? Qu'est-ce que je peux continuer à faire derrière? Et c'est là où germe l'intrapreneuriat. C'est à ce moment donné-là, on a des curiosités qui sont en train de se développer pour d'autres sujets, pour d'autres choses que ce dont pourquoi sont payées la plupart des personnes, et qui disent, tiens, il y a peut-être un truc à faire dans mon milieu. C'est-à-dire dans le milieu de l'entreprise, dans la partie contrainte. Donc, je disais tout à l'heure qu'ils sont assis sur des mines d'or. Oui, ils sont assis sur des mines d'or. Après, il faut que tout le monde prenne sa responsabilité dans l'histoire. Et c'est ça le plus important. Comment tu peux les détecter, ces gens-là, par exemple? C'est souvent des personnes qui gênent
mais qui gênent de par leurs propos, qui gênent de par l'envie de toujours monter d'un cran, de toujours vouloir avoir une meilleure réponse, par exemple, aux clients. Il y a ça, il y a ça derrière qui est intéressant. Ou ceux qui font des projets en satellite ou à côté. On en voit beaucoup, nous, des personnes qui déjà préportent des premiers projets ou testent. En infoprenariat, il faut pas 10 heures pour monter une page, balancer, faire un funnel et voir ce que ça peut donner en fait. Et on en a plein qui commencent à faire deux choses en même temps et à monter deux choses en même temps. Et ça, c'est le type de personne sur lequel tu peux travailler. Et comment détecter? Mais il faut parler en fait. Il faut pas attendre 6 mois, 1 an et de se dire ah t'as fait une très belle année et d'attendre tout de suite pour faire du feedback. En fait, c'est la puissance du feedback. C'est la puissance de discuter, d'échanger sur le job, donc ce que fait la personne, mais aussi les idées qu'elle pourrait emmener et ce qu'elle pourrait faire. Donc voilà, il y a plein de mutations qui sont en train de se créer dans les entreprises, notamment la mutation de l'aplanissement des bullshit managers, des personnes qui managent parce qu'on les a mis là, parce qu'il fallait monter en compétences. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire là-dessus. Il faut arrêter de penser que monter en compétences et manager une équipe, en fait, c'est donner plus de crédit au travail de la personne et lui dire qu'elle monte dans la hiérarchie et qu'on lui donne plus de responsabilités. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans la compréhension du management, puisque le management, ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend. Et en fait, on a tendance à dire, sous prétexte que tu fais très bien ton job, maintenant tu vas pouvoir manager une équipe qui va le faire. Oui, c'est un bon début, une bonne base, mais que derrière, il y a tout le travail à faire. Et je pense qu'il y a tout un sujet aussi là-dessus. Et je pense que l'intrapreneuriat est un vrai modèle pour éviter de dire, bah, tiens, tu vas passer manager, mais tiens, tu vas aller développer peut-être autre chose. Tiens, tu vas aller développer une autre ville. Tiens, en fait, tu vas pas te décentrer que tu vas monter dans la hiérarchie. Tu vas te décentrer, mais tu vas utiliser les skills selon pourquoi tu es fait. Et en fait, tu vas encore plus kiffer là où tu es, en fait. Ouais. Voilà. J'ai deux choses à dire pour rebondir, mais c'est hyper passionnant ce que tu dis. Oui, la première, c'est de savoir si les intrapreneurs, mis à part le fait qu'ils sont, on les met ou ils se mettent dans un projet qui les prend aux tripes, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Est-ce qu'il y a une augmentation salariale, par exemple? Est-ce qu'il y a un intéressement autre que la satisfaction intrinsèque au fait d'intraprendre? C'est la grande différence entre intra et entre eux. Mais parce que le risque, il n'est pas pris de la même manière. Donc oui, il peut y avoir des augmentations salariales. Moi, je connais un intrapreneur que j'adore qui bosse chez Volvo Group, et il s'est posé une question en disant, il existe de la réalité virtuelle, réalité mixte. Et en fait, moi, je travaille en tant que chargé de projet, et je me suis rendu compte qu'il y avait une émergence entre ça. Et cette émergence-là, c'est en fait, et qu'on avait énormément de SAV dans le retour des moteurs. Et donc, il s'est demandé comment, avec cette réalité mixte, il pouvait être capable de pouvoir accélérer cette compréhension et surtout aider les personnes qui étaient sur le terrain pour pouvoir mieux comprendre et éviter d'avoir le moins de SAV. Qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans? Il a gagné en fait, lui, un développement très personnel, vraiment, puisqu'il a gagné de la confiance en lui. Il a gagné la capacité en fait à pouvoir aller chercher des personnes qui étaient habituellement considérées comme des sous-traitants, et il les a considérés comme des êtres humains, peut-être avec moins de chiffre d'affaires, mais avec des êtres humains qui vont l'aider à monter un nouveau projet qui va avoir de l'ambition et faire éclater le plafond de verre qu'il y avait juste au-dessus. Et donc, il a pris 50%, il a continué 50% de gestion de projet, et il a pris 50% de tout ce qui touche dans le groupe à la réalité virtuelle. Et donc, oui, forcément, il y a eu une petite augmentation salariale, il y a eu ces choses-là, mais en fait, foncièrement, il y a une reconnaissance qui est complètement différente au sein de la structure. Et il le dit lui-même, moi, je suis pas entrepreneur. Il voudrait pas. En fait, ça l'intéresse. En fait, la peur de perdre beaucoup le freine complètement. Le perdre beaucoup, ça veut dire miser de l'argent et y aller. Et puis, c'est un sujet très industriel, donc il faut avoir un petit peu de cash pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc, la plupart des entrepreneurs, quand ils continuent, ils développent, en fait, il y a aussi le fait de prendre une casquette dans leur boîte. La casquette de je m'occupe de la réalité virtuelle, je suis madame zéro déchet de mon projet, je suis madame RH++, qui est en train de monter des toutes nouvelles manières de former et de faire du onboarding. Et donc, ça veut dire que d'autres usines ou d'autres personnes vont venir la voir et vont venir échanger. En fait, ça va mécaniquement ouvrir l'esprit. Et n'oublions pas que, alors je cite très peu de chiffres habituellement, mais
Il y a plus de 75% des personnes qui préfèrent avoir un salaire un tout petit peu plus bas, mais avoir foncièrement du sens, peu plus bas entre guillemets, et d'avoir du sens dans leur job plutôt que l'inverse. Et c'est ce paradigme-là qui est un peu en train de changer. Et j'espère que le salaire suit, pour le coup, pour ceux qui ont besoin d'une fameuse sécurité, mais ça les met aussi en insécurité. Et c'est cette balance qui est très intéressante. Ouais, super intéressant. La deuxième chose que je voulais partager, justement, tu parlais de la madame zéro déchet ou le monsieur réalité virtuelle. Moi, j'aurais pu devenir le monsieur orthographe de mon entreprise quand j'ai bossé 2 ans en agence jusqu'à l'été 2018. Et c'est même, je ne vais pas dire que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été recruté, parce que j'avais fait mon stage de fin d'études, donc ils me connaissaient déjà. Et quand j'avais fait l'entretien avec un des dirigeants, il m'avait posé la question, parce que j'avais un projet en parallèle qui s'appelle toujours Écrire juste, mais bon, que j'ai laissé en jachère depuis, qui est un projet d'orthographe. Je faisais des vidéos sur YouTube dans lesquelles j'expliquais des règles grammaticales, comment faire moins de fautes, comment écrire de manière plus efficiente, plus efficace. Et, et je me souviens que l'entretien d'embauche avait tourné quasiment exclusivement autour de ça. Il m'avait dit qu'il était ravi que je rejoigne les rangs à nouveau donc, du pôle édito après mon stage de fin d'études. Et justement, l'orthographe, forcément, c'est important sur les sites web de nos clients quand on est une agence de com, mais même également les emails au niveau du service client. Et je me souviens que je m'étais rapproché de la DRH et de plusieurs personnes dans l'entreprise avec cette envie de former les gens en interne. Ça ne s'est jamais fait pour des raisons multiples, notamment financières, et ça ne correspondait pas à l'axe majeur de l'entreprise. Mais je me souviens que je pense que ça aurait pu devenir un vrai projet d'entrepreneuriat dans d'autres conditions. Et ouais, j'aurais pu devenir l'agent d'orthographe de l'entreprise qui s'assure que l'entreprise a une bonne image à l'extérieur, et aussi que les gens peut-être perdent moins de temps à écrire des emails et faciliter aussi la communication interne. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui aurait pu, dans l'absolu, me plaire. Finalement, j'ai décidé de quitter cette entreprise parce que je préférais bosser en freelance sur des projets plus motivants et voilà. Là, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que moi, j'ai vu des personnes intraprendre au sein de sa boîte qui se sont fait stopper en disant non pour plein de raisons. Parce qu'il y a un truc qui est assez intéressant. Un entrepreneur, c'est un animal politique. C'est un animal politique, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être capable de naviguer en eau trouble pour aller chercher le bon interlocuteur, la bonne poche. La personne que je citais tout à l'heure sur la réalité mixte, il est par exemple allé faire un crowdfunding interne. En fait, pour engager, il allait engager plein de BU différentes. Très intéressant parce que là, aujourd'hui, de dire, oh, il faut un budget de X, il est allé engager plein de personnes différentes. C'est pour ça que ce côté animal politique est intéressant. Et moi, j'ai même vu des entrepreneurs dire ok, sa boîte lui dit stop, moi je veux pas, et il s'est fait recruter par d'autres, il s'est fait recruter par le concurrent parce qu'il est allé proposer. Et c'est pas comme si il n'est pas allé proposer. Comme on disait tout à l'heure aussi, au-delà du coaching intrapreneuriat, je fais du coaching de dirigeants, et notamment de dirigeants de Codir. Et moi, j'ai vu des dirigeants de Codir que je trouve hyper intéressants. Ça fait 35 ans qu'ils sont dans la même structure. Et vous n'imaginez pas, en fait, le plaisir qu'ils prennent à venir bosser tous les jours. Et moi, c'est ça, je trouve plutôt aussi puissant. À un moment, voilà, je parlais de l'opposition entre les deux. Mais par contre, pourquoi? Parce qu'il sait que tous les jours, il va apprendre quelque chose. Il sait qu'il a développé une expertise extrêmement pointue dans quelque chose que peu de personnes ne maîtrisent. Et en fait, c'est ça qui l'anime. Par exemple, la personne dont je parle, c'est ça qui l'anime au quotidien. Et c'est un best vendeur de sa structure, de sa boîte, de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que à un moment, si ça ne convient plus à l'entreprise et si politiquement ça ne passe pas, rien ne t'empêche de faire comme ce que tu as fait, d'aller voir toi peut-être de ton côté, ou d'aller voir d'autres structures qui pourront t'aider à aller beaucoup plus vite. Donc c'est ça qui est intéressant en intra. Ouais, je me posais une question un peu pratico-pratique. Des raisons qui font que des talents partent d'entreprise alors qu'ils auraient pu créer des trucs, et propulser l'entreprise à un autre niveau de par leur singularité. On a justement ce côté, cette envie un peu, justement un peu de liberté, même si dans les faits, c'est plus une image qu'on en a, je pense. Et puis il y a aussi l'idée un peu du temps de travail finalement. Tu vois, de te dire, j'en ai marre de me lever tous les jours à 8 heures, d'aller prendre le transport, que ce soit blindé. Tu vois, un peu cette routine. Et finalement, est-ce que l'intrapreneuriat ne bloque pas ça? Parce que j'ai l'impression, je te parle vraiment d'une idée que j'ai en tête qui est peut-être fausse, mais au final,
en ayant toujours tes horaires fixes, tu as un petit peu l'impression de ne pas pouvoir gérer ton emploi du temps, un peu que tu dédies ton temps à la boîte. Alors que l'entrepreneuriat, tu peux quand même, si tu veux, faire un peu moins d'heures, avoir un peu plus de temps pour toi, etc. Et d'un point de vue même, niveau des lois, est-ce que c'est possible, tu vois, de mettre en place une gestion comme ça, un peu plus libre? Comment tu le calcules? Tu vois, c'est quelque chose de très technique comme ça. Je sais pas si c'est possible. Alors, tu parles de temps de travail. Moi, je vais te prendre un exemple très bête d'early adopter. Microsoft vient de passer à 4 jours dans sa manière de fonctionner. En fait, je pense que tous les paradigmes du 9h, du 9h midi, du midi et demi, enfin du midi, pardon, 13h30 à 17h, forcément, enfin, quand vous montez une structure de plusieurs milliers de personnes, à un moment donné, il faut des règles du jeu. S'il n'y a pas de règles du jeu, ça devient compliqué. Pour revenir à ce que tu étais en train de dire, en fait, je parlais de Microsoft et des 4 heures. Il y a aussi encore des idées pas très bien perçues. On est en train de développer beaucoup d'home office, les coworking ont de plus en plus de personnes de gros groupes qui viennent travailler directement aux heures et aux heures dans lesquelles il veut aller. En fait, je trouve que le travail est en train de glisser petit à petit vers ça. Mais n'oublions pas que il y a quand même des gens qui sont encore en production dans les usines, dans ces choses-là. Donc il y a toujours aussi ça. Il y a toujours le côté, comment dire, pour l'avoir été, qui est le producteur, les personnes qui travaillent sur les lignes d'assemblage, typiquement, là, ils vont être sur des sujets d'heures. Et ensuite, vous avez tous les cols blancs, entre guillemets, qui sont plus cadres et autres, où là, il y a une autre manière de faire. L'entrepreneuriat, ça touche tout le monde, en fait. Mais c'est vrai que la grosse difficulté, elle est d'outrepasser ça. C'est pour ça qu'il y a un sujet très important qu'on n'a pas mis, mais quand vous entreprenez, il faut avoir un sponsor. C'est-à-dire, il faut avoir quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, va vous aider à mettre un gilet pare-balles et va être avec vous. C'est-à-dire va vous déléguer du temps, va vous donner la possibilité de pouvoir aller voir ailleurs, d'aller discuter avec d'autres personnes, d'aller rencontrer des personnes plus hautes dans les hiérarchies. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Sur ton sujet de liberté, en fait, je pense que chacun se crée sa liberté et à titre personnel, se crée ses propres libertés. Après, c'est la question, c'est est-ce que l'entreprise dans laquelle je peux me marier à ces règles du jeu ou pas? C'est l'une des questions auxquelles il faut se poser. Très souvent, on le prend sur le format des valeurs qui sont écrits en gros quand vous rentrez dans les lobbying des très très grosses boîtes. Mais en fait, la vraie question, elle est est-ce que en fait, ces règles du jeu me vont à moi? Est-ce qu'elles sont faites pour moi? Est-ce que je pourrais en faire des choses derrière? Est-ce que je pourrais peut-être créer ma boîte à côté? Est-ce que dans mon contrat, il y a une règle qui stipule que je n'ai pas le droit de travailler à côté? Et on voit pas mal de boîtes qui commencent petit à petit à dire allez-y, faites ce que vous voulez en dehors. Vous n'êtes plus la propriété de l'entreprise, entre guillemets. Je dis pas que tout n'est pas changé. Il y a vraiment, comme tout début de sujet, il y a des early adopters, il y a des personnes qui commencent à le faire, il y en a qui ne le font pas. Et on commence par contre à avoir des records intéressants là-dessus. Et c'est vraiment le côté très unique de chaque boîte, de chaque règle du jeu, de chaque structure, quoi. Quand tu parles de sponsor, Ouais. est-ce que tu peux détailler un petit peu qu'est-ce que c'est? C'est un mentor? Ça prend quelle forme? En fait, le sponsoring, c'est quand on fait par exemple un coaching d'intrapreneur, ça se fait toujours en tripartite. Ça se fait toujours de euh, moi, le représentant qui va aller aider à challenger, ça c'est un premier point. Le coaché, donc qui est la personne, qui est l'intrapreneur, qui a un projet qui veut l'emmener avec un objectif d'un point A à un point B, vraiment défini et qui est partagé avec un sponsor. Ce sponsor, très souvent, il est hiérarchique. Très souvent, c'est pas obligatoire, mais il est hiérarchique. Ça veut dire que cette personne-là est la représentant de l'entreprise, entre guillemets, et va se porter garant sur certaines choses ou va l'aider à aller beaucoup plus vite. Des fois, il est très formalisé, tel que je suis en train d'expliquer, mais des fois, il est très informel. Il est très informel parce que la personne qui va être en protection va lui déléguer du temps, peut lui déléguer du budget, peut surtout lui déléguer en fait d'aller rechercher des ressources internes. En fait, aussi, il y a vraiment beaucoup de ressources internes. Vous pouvez aller chercher des ressources
RH, de com, de personnes qui sont des masters dans ce qu'il fait. Et en fait, il est là aussi pour aller scouter des personnes directement à l'interne. Donc c'est très important de ne pas faire ça tout seul, c'est d'avoir aussi un sponsoring. Et ce sponsoring, c'est que vraiment on commence à déclarer, à dire je veux travailler ça dans l'entreprise. Et forcément, qui est un animal politique, aller chercher le bon sponsor qui va permettre d'ouvrir les bonnes portes et de graviter dans cet écosystème. C'est ça qui est important, c'est d'avoir en termes de sponsor. Il faut avoir quelqu'un qui vous suit. Ok. Alors toi, du coup, super transition, ton rôle en tant que coach d'entrepreneuriat, quel est-il? Alors, moi, mon rôle, il est simple. Il est déjà de clarifier, quand c'est très formel avec le sponsor et l'intrapreneur, de savoir où est-ce qu'ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils veulent monter. De les aider à se challenger un peu pour aller essayer d'aller le plus loin possible. Ça, c'est un premier point. Ensuite, d'émettre les règles du jeu entre tous, entre toutes les parties et de savoir quand est-ce qu'on branche et qu'on débranche vraiment le projet. Parce qu'il y a ça aussi dont on ne parle pas et qu'on parle très rarement, c'est le fait de débrancher un projet. C'est normal de débrancher un projet. Demandez à tous les entrepreneurs qui ont planté 3, 4, 5, 6 boîtes, 6 projets, 6 idées, tout ce que vous voulez, avant. C'est juste que quand on débranche, on débranche. Ça veut dire, on se dit pas, ah, peut-être qu'un jour, on va le reprendre. Et c'est une caractéristique que je me suis vraiment, dont on s'est rendu compte en innovation au sein des structures. On se dit, ah, ce projet, il est bien, mais peut-être que. Et peut-être qu'on le reprendra un jour. Et vous savez, c'est la question récurrente en réunion. Alors, t'en es où de ce projet? Alors, t'en es où de ce projet? Alors que le mec l'a pas touché et que personne n'a osé dire, en fait, c'est de la merde. Il n'y a pas de client, il n'y a pas de concret, il n'y a rien qui est en train de se développer. Stop, arrêtons et me posez plus cette question. Mettez-le là différemment et faisons un vrai cimetière, une fosse à projet en se disant que c'est pas le bon moment. Et moi, mon rôle de coach, en fait, il est très simple. On parlait d'adéquation entre le sapiens et le projet. Ben, moi, je fais ça, en fait. Je regarde, je travaille les croyances, je l'aide à travailler concrètement, à savoir, en fait, quelles sont ses craintes, quelles sont les adhérences, quelles sont les peurs qu'il peut y avoir, la peur de perdre son job, la peur d'emmerder des gens, la peur de ne pas être assez efficace, de ne pas pouvoir continuer, la peur de perdre son salaire. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, moi, je vais travailler sur le développement perso. Ça, c'est vraiment sur du pur coaching. Et après, on a monté des programmes d'intrapreneuriat au sein des structures et il va emmener deux choses. Toute la partie à 2/3, on travaille sur la personne. En fait, c'est la personne. Jeff Bezos, c'est Jeff Bezos. Il serait jamais arrivé là si c'était pas le mec le plus pingre de la planète. Ici, il n'était pas en capacité de constamment demander aux gens avec qui il travaillait de pouvoir faire le plus d'économies possible et imaginable. Vous pouvez dire ce que vous voulez de cette valeur, sauf que cette adéquation-là, ce rôle-là, il est présent. Et c'est exactement le même chez un intrapreneur. C'est que c'est la personnalité de la personne qui va aller porter, c'est ses croyances, c'est qui il est qui va en fait aller porter ça. Et dans le programme d'intrapreneuriat, donc les 2/3, on travaille sur la personne, ce qui est le plus oublié en fait. Et un tiers, on fait du descente de skills. Qu'est-ce qu'un business model Canvas? Parce que quand vous prenez un business model Canvas, par exemple, vous vous rendez compte que chaque case correspond à un endroit où on a mis quelqu'un. La relation client, le revenu, ça ne touche que les personnes qui rentrent du cash ou sortent du cash, qui est la partie comptabilité de l'entreprise. Ceux qui sont en cost, ça ne touche que les acheteurs. En fait, vous vous rendez compte que ces fameuses cases, elles sont intéressantes quand la personne va prendre le canvas de A à Z. Elle va se rendre compte d'une autre chose. C'est que c'est une entreprise. Si elle n'a pas de clients, si le service client il fonctionne pas ou si les clients sont mécontents, même si on a une boîte comme Orange, c'est très important d'être en capacité de comprendre que ce qui te fait manger tous les jours, c'est quand même ta manière de pouvoir attirer des clients, de pouvoir faire manger et autres. Donc voilà, en fait, c'est aussi d'ouvrir les chakras, de se dire qu'il n'y a pas que la fiche de poste dans laquelle il est, c'est d'ouvrir les chakras et de se dire qu'il y a plein de modèles économiques qui existent. La boîte, avant d'être une boîte de 250 ans, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu énormément de crises, il y a eu énormément de choses qui ont été impactées par plein de choses dans l'environnement. Et en fait, c'est d'ouvrir les chakras sur qu'est-ce que entreprendre concrètement, qu'est-ce qu'être une entreprise concrètement et à quoi ça sert. Et je parle d'une entreprise dans le sens noble du terme parce que il y a des entrepreneurs en association, il y a des entrepreneurs dans les fédérations, il y a des entrepreneurs dans plein de domaines en fait. Voilà ce que je fais. Ok. Et comment tu t'intègres là-dedans? Du coup, qui vient te chercher en fait? Est-ce que c'est des gens qui sont en train d'intraprendre, qui se disent j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'aide, ou est-ce que c'est, je sais pas, les patrons des boîtes ou les gens qui gèrent ces personnes qui veulent intraprendre, qui savent pas trop comment le faire? Comment tu t'intègres dans le processus? Les deux.
En fait, ça soit un DG de TPE, PME qui se pose une question métaphysique en se disant, en fait, comment je peux aller chercher des nouveaux leviers de développement de ma structure, de croissance, qui ne sont pas que de croissance économique. Il y a plein de leviers de croissance au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est un premier. Ça, c'est un premier. Donc les CEO, les patrons des structures. Donc ça, c'est un premier point. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup de programmes d'intrapreneuriat en fait qui sont en train de naître sous. Moi, je suis dans une boîte, je veux porter un projet et en fait, je vais aller me former moi de mon côté ou je vais aller travailler moi-même de mon côté. Et il y a des personnes qui commencent à vraiment s'intéresser à tout ça et donc qui en fait arrivent et vont taper à la porte de leur chef ou vont taper à la porte en disant voilà, moi j'ai cette idée et en fait j'ai besoin d'être accompagné pour le faire. Donc il y a vraiment les deux portes d'entrée. Ok. Je pense qu'on va passer à la partie suivante qui est du coup liée aussi à ton rôle finalement de coach, parce que j'ai l'impression que tu as fait ça aussi pour enfin, en tant que défi, avant tout un défi personnel. Tu as traversé la Manche au mois d'août, c'est Ouais. ça 14h01 de nage, Ouais. 1 an de préparation. Ouais. Pourquoi avoir fait ça? D'ailleurs, c'est une excellente question parce que c'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi avoir fait ça? En fait, je voulais réaliser quelque chose que je trouvais complètement extraordinaire, qui était plus grand que moi et que je trouvais strictement impossible avant de le faire. C'est marrant, il y a une carte juste derrière et ben, on voit l'Angleterre et la France et en fait, il y a un tout petit vide entre les deux et je trouvais ça drôle. Ça peut paraître con, mais je trouvais ça très drôle de me dire euh, que on est une poignée de personnes sur les 7 milliards de personnes à avoir réalisé ça. Alors, je comprends que tout le monde ne veuille pas faire ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouvais ça vraiment impressionnant. Et puis, deuxièmement, c'est un peu le coup du sort. On aurait dû partir voyager avec ma fiancée. Malheureusement, elle a eu quelques problèmes de santé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que tu as envie de réaliser. En fait, concrètement, tu as envie de laisser quoi sur cette planète et qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Ok, on est coincé, c'est même pas le terme. On doit rester là pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ça a été un délire entre nous deux. Moi, ça a été de traverser la Manche à la nage. Et elle, ça a été d'écrire un livre et elle va publier son roman incessamment sous peu. Je pourrais pas rentrer dans le détail pour des clauses de confidentialité, mais elle, ça a été d'écrire un roman pendant 1 an. Et en fait, quand on parle de traverser la Manche, quand on voit les écrivains et quand je vois un livre maintenant, notamment ceux que je vois sur je me rends compte du volume de travail que ça demande. Donc c'était vraiment ça. Il y avait vraiment le pourquoi à titre très personnel. Et le troisième, c'était au-delà de la question du coaching, mais c'est j'en avais marre d'être sur YouTube, de scroller et de voir des mecs réaliser des trucs que je trouvais ouf et de me dire moi je suis là et qu'est-ce que je peux concrètement faire. Et en fait, c'était ça. C'est né vraiment de cette idée de dire c'est impossible. De toute façon, je suis là. Et troisièmement, réaliser vos rêves, très bien. Mais comme on l'a dit, au-delà du coaching, j'ai plein d'outils et il y a plein de personnes qui ne sont pas alignées dans ce qu'ils font. Et en fait, je me suis juste dit, mec, teste les outils, on verra ce que ça donne. Il y a des trucs qui peuvent marcher, des trucs qui peuvent pas marcher. Et ça a été un driver aussi pour moi. Ça a été vraiment de tester vraiment tous les outils que je pouvais avoir à ma disposition pour pouvoir outrepasser ça. Donc voilà pourquoi. Tu as mixé le perso finalement avec le côté pro, Ouais. coaching. Qu'est-ce que tu pourras retirer pour aussi accompagner les gens après? Ouais. Ok. Parce que c'est ma mission de vie, c'est ce dont pourquoi je suis fait en fait. Moi je fais pas de distinguo entre pro et perso. Bon, ça me coûte un peu d'énergie, mais j'ai passé toutes les premières parties de ma vie à faire des jobs dans lesquels j'avais pas envie d'aller en fait. Ça me faisait chier clairement. Et en fait, la vraie question dans l'histoire, c'est, je pense pas que ça soit une question de salariat. Mais sauf que il s'avère que je m'éclate beaucoup plus en étant à mon compte et en développant des structures et en ayant des salariés, en développant ça. Mais ça c'est mon esprit très entrepreneurial qui m'éclate. Mais en fait, c'est ça, c'est cette quête de sens, cette envie de sens. Et je voulais aussi montrer que en fait, il suffit de vraiment de se focaliser sur l'objectif, sur ce dont on a envie, si c'est foncièrement ce dont on a envie, pour pouvoir aller faire des choses qui sont ouf, impossibles, et qui peuvent le devenir, en fait, possible. Donc, c'est vraiment cette essence que j'ai que j'ai essayé de mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta traversée de la Manche au moment où tu y étais? Qu'est-ce qu'on se dit quand on commence? Qu'est-ce qu'on se dit quand on a fini? Qu'est-ce qu'on dit dedans? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé?
Je vais décevoir les les personnes, mais pour moi, la traversée de la Manche, c'est pas non seulement de partir d'Angleterre et d'aller en France. Heu, Ce que je veux dire, c'est que, tous les sentiments, émotions, je les ai vécus avant. J'ai commencé cette interview en disant: «Le voyage vaut autant que la destination». Pour moi, le voyage, il a été ouf et j'aimerais me dire plutôt l'aventure. Mmh. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est tout le mécanisme intellectuel pour arriver à 2 heures du matin sur ce bateau. Règles du jeu, très simples pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, les règles du jeu sont simples. En fait, pour avoir un bateau, il faut faire 2 choses. La première, c'est de montrer que vous êtes sain et que vous avez pas de problème de santé, parce que malheureusement, il y a eu des morts. C'est considéré comme l'Everest de mon sport. Donc ça, c'est vraiment très important, il faut pas le prendre à la légère. Et le deuxième sujet, c'est, il faut être capable de nager plus de 6 heures sans protection. Donc ça veut dire, juste en ayant de la graisse, mis en additif pour boucher les pores de la peau et pour éviter les déperditions de chaleur. Donc vous en mettez juste pas sur vos mains, sur vos pieds et derrière vos épaules pour laisser quand même sortir la chaleur. Mais pour éviter toute la déperdition de chaleur. Vous devez être capable de nager plus de 6 heures dans une eau en dessous de 15 degrés. Moi, mon test, il s'est fait dans une eau à 12,5, si je dis pas de bêtises, à Palavas-les-Flots, au mois de avril, au mois d'avril. Donc ça, c'est les 2 premières conditions. Donc les règles du jeu sont très simples pour avoir un bateau et le bateau, il se commande 1 an à 2 ans avant. Ça, c'est vraiment, le premier point, ce que je n'ai pas fait du tout. Je me suis dit que si c'était fait pour moi, je l'ai pris 6 mois avant. Donc ça, c'est un 1er point. Et ensuite, la deuxième question, parce qu'on a parlé du pourquoi, moi je suis un gros fan de Simon Sinek, un bon Start with Why. Après le pourquoi, tu te poses la question du comment. En fait, au-delà du comment, mais c'est vraiment why or what. Et le why, on vient de le décrire. Le how, c'est qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir me permettre de réaliser quelque chose comme ça. Je suis un nageur amateur, je nageais 2 à 3 fois par semaine. Je viens d'une famille de nageurs, donc voilà, je n'avais pas tout à apprendre en termes de natation, mais je suis vraiment amateur. J'ai fait très peu de courses avant. Et en fait, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais nager longtemps, comment je pouvais encaisser le froid, et derrière, comment je pouvais encaisser toute la préparation mentale pour un projet comme celui-ci. Donc, je me suis entouré et j'ai lu. Je me suis entouré. Je fais ce que je vous fais aujourd'hui. En fait, je suis allé interviewer des gens. Je vais leur demander. En fait, je me suis mis dans un écosystème favorable qui me montrait que c'était possible de le faire. Ça, c'était vraiment hyper important. C'était de rencontrer des gens qui me disent, moi, je l'ai fait, de même les toucher, de les matérialiser. Ça a été un premier point. Donc, je suis allé voir des aventuriers, des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, mais des aventuriers qui ont géré des problèmes au froid. Je suis allé voir des ultra sportifs. Je suis allé rencontrer des spécialistes de ma discipline qui est la natation eau libre, mais aussi de ma discipline qui est du ice swimming, donc d'être capable de nager dans des eaux qui sont entre 0 et 5 degrés. Et en fait, à force de parler avec eux, j'ai commencé à mentaliser ça. Ça, c'est un premier point. Et donc l'apprentissage, il a été de rencontrer quelqu'un qui était en capacité de pouvoir m'aider sur la partie longue distance, sur la partie froid. Mathieu, si tu m'écoutes, Mathieu que j'ai rencontré, qui est le directeur général de l'EMS Bron, qui moi à l'époque est aujourd'hui le Racing Club de Bron. Mathieu qui m'a aidé à travailler la très longue distance et qui m'a aidé à travailler ma gestion du froid et qui a été ma nounou, mon RP, la personne avec qui j'ai travaillé tout du long et qui croyait foncièrement. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà fait passer quelqu'un. Premier apprentissage. S'entourer, 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 s'entourer. C'était pas mon mentor, c'était mon coach. C'était mon coach, c'était la personne qui, sur la partie gestion de la longue distance, sachant que c'est un nageur, était là, et sur la deuxième partie qui était la gestion du froid, qui était quelque chose d'hyper important, puisque pour rappeler les règles du jeu, en fait, c'est 33 km de côte à côte, donc selon la police. Par contre, selon les manifestants, ça va dépendre bien sûr des courants. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est dans une eau qui oscille entre 16 à 18, 19, voire 20 degrés, mais on a des plaques et qui peuvent descendre aussi jusqu'à 14, 15 degrés. Donc c'est être capable d'encaisser en fait cette gestion du froid. Donc c'est de faire une préparation au froid vraiment puissante. Donc premier apprentissage, Mathieu, qui m'a aidé à gérer ça, c'est 1200 km d'entraînement en une année. Pour vous donner un exemple, c'est 3,5 km, je nage 3,5 km à l'heure. Donc vraiment un gros encaissement en termes d'entraînement pour apprendre à mes épaules à tourner. Et deuxièmement, le gestion du froid, c'est plus de 200 bains froids dans l'eau aux alentours de 10 à 12 degrés pendant 30 minutes pour apprendre au corps à gérer complètement le froid. Ça, c'était vraiment la première partie.
Euh, euh, voilà sur la partie gestion. J'ai fait quelque chose en neurosciences que je trouve très intéressante. Euh, je vous pose la question à tous les deux. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans un nouvel endroit et quand vous rentrez, vous êtes complètement fatigué? En fait, vous êtes vraiment en naze. Mhm. Ouais, ça vous est Ouais, arrivé? ouais. Ouais, quand on est parti à Lisbonne, par exemple, enfin, quand tu découvres une nouvelle ville, un nouveau pays, c'est vraiment de la bonne fatigue du voyage, un petit peu. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est que ton cerveau, il est en train d'analyser les milliers, voire millions d'informations qui sont en train de lui arriver à la seconde. Et en fait, pour éviter cette fatigue, c'est ce dont à quoi je me suis entraîné tout du long de mon année. C'est qu'en fait, pour éviter de tout découvrir d'un coup, je suis allé tester plein de choses différentes. Je suis allé nager dans des eaux très froides, dans des eaux à 1, 2 degrés, pour apprendre à mon corps qu'il va pas découvrir de nouvelles choses. Je suis allé nager dans des conditions de tempête, pour vraiment, vraiment, vraiment comprendre et montrer que, ok, tu vois, tu vas aller dans les endroits difficiles, certes, c'est considéré comme l'Everest de ton sport, mais regarde, il peut toujours y avoir pire, ça peut être toujours être plus compliqué. Donc c'était constamment d'apprendre à mon cerveau qu'il allait pas découvrir de nouvelles choses. Et il y a une troisième règle qui est importante, c'est les méduses. Il y a beaucoup de méduses. Moi, je me suis fait piquer 4 fois. J'ai des collègues qui se sont fait piquer plus d'une trentaine voire une quarantaine de fois, qui peut être une cause d'abandon. Ça, c'est très très important vraiment d'apprendre. Je me suis pas fait piquer sciemment, mais la première fois que je me suis fait piquer, je me suis fait défoncer la main et le pied. Et mon coach était très content parce qu'il voulait que je comprenne comment physiologiquement j'allais réagir vis-à-vis de ça. Donc mon objectif a été vraiment concrètement celui-ci d'apprendre un maximum de choses diverses et variées et le pouvoir de la répétition. Donc ça, c'était vraiment le premier apprentissage. Et ensuite, je me suis entouré de 2 autres personnes, qui est Arthur Molik, qui était un spécialiste de l'ultra-distance et avec qui j'ai appris à m'alimenter et à trouver les bons points d'alimentation. Et c'est celui qui m'a fait faire les tests pour voir où en était mon entraînement et mon test à l'effort et tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Il avait une vraie maîtrise de l'ultra-distance. Donc j'en ai parlé, je l'ai rencontré, alors que d'habitude, c'est un médecin qui s'occupe de la team ASICS et qui s'occupe de la team AG2R en cyclisme. Vous voyez, on est vraiment sur des médecins spécialisés dans le sport ultra-distance. C'est pour ça que j'en profite pour dire, putain, parlez de ce que vous voulez faire. Plus vous en parlez, plus ça crée des connexions, plus ça va vous permettre. Et le dernier point, sinon pourquoi j'avais aussi développé ça en troisième point dont je parlais tout à l'heure, c'est la préparation mentale. Et en fait, j'ai développé ma propre routine mentale, j'ai développé mon propre sujet mental parce que quand vous devez rentrer dans de l'eau à 10 degrés et vous allez vous taper un entraînement d'une heure et demie, certes, c'est pas agréable, mais il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs qui viennent, il y a beaucoup de choses qui naissent. Et en fait, sur une 10 à 15%, j'ai un sparring partner qui m'a aidé, surtout sur des sujets d'hypnose et d'auto-hypnose, pour aller travailler des peurs très profondes que je pouvais avoir juste avant de me lancer. Donc, en fait, tu vois, tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant la traversée. Je voudrais juste te dire que qu'est-ce que 42 kilomètres versus 1200 kilomètres, 1300 kilomètres d'entraînement concrètement? C'est pas grand-chose. En fait, j'ai tout fait pour que ce soit un non-événement. Mais l'arrivée sur la plage était folle. Voilà, j'ai retrouvé ma fiancée, j'ai retrouvé la femme de ma vie, la femme avec qui j'avais envie de parler et lui montrer et lui dire regarde, c'est possible ce qu'on a réussi à réaliser ensemble. Et voilà, je suis passé par plein d'émotions différentes, mais moi ma traversée je l'ai travaillée pour être dans un état de flow. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un état dans lequel vous vous mettez, c'est limite de l'auto-hypnose, qui en fait évite d'être constamment dans ces émotions, parce que si vous êtes dans vos émotions dans ce sujet-là, c'est tiens, je commence à avoir mal à l'épaule. Puis bah, vous allez vous focaliser sur le mal d'épaule, puis ça va grandir, ça va grossir alors qu'il n'y a rien. Tiens, je commence à avoir froid. Tiens, ça va être compliqué. Tiens, j'ai faim. Et en fait, j'ai une stratégie qui est la mienne, très violente pour certains, mais salvatrice pour moi. C'est dès que j'étais dans une émotion, tiens, tu t'es fait défoncer par des méduses. Oui, ça fait mal. Oui. Oui, ça fait très mal. Mais c'était juste, Grégor, cette émotion, elle est là, c'est ferme ta gueule. Laisse passer et respire. Et à chaque fois que je rentrais dans une émotion pendant ma traversée, j'avais cette stratégie-là. Bah, j'ai été un peu violent et hardcore avec moi pendant peut-être 500, 600 fois. Les plus bouddhistes d'entre nous me diront qu'il fallait pas que je fasse ça, mais moi c'était ma stratégie vraiment pour
éviter à un moment donné de n'être que dans le ressenti et à un moment donné d'être dans le faire. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis attelé pendant 14 heures. Et voilà, ça a été vraiment c'est une expérience de fou, quoi. Waouh, félicitations. Merci. C'est un truc de ouf de l'entendre comme ça, parce que Sébastien m'en avait un peu parlé, mais quand on a tous les détails, ça rend la chose, personne n'était avec toi ou à ta place, évidemment, mais waouh, c'est un truc de ouf. Je voulais te poser une question. Du Vas-y. coup, la traversée, c'est 33 km ou 42 km? En fait, la traversée de côte à côte, elle est de 33,7 km, c'est-à-dire de Folkestone en Angleterre, ça se fait toujours dans ce sens, de Folkestone jusqu'au Cap Greenet. Et ensuite, après, le problème, d'où l'Everest de notre sport, au-delà du froid, de la distance, c'est qu'il y a des courants. Et en fait, pour ceux qui voudront aller voir, en fait, ma courbe, c'est pas une courbe linéaire, c'est une courbe en fait en Z. Et le dernier passage est le plus difficile. En fait, quand vous avez fait 90% de la traversée, c'est là où ça commence vraiment. C'est parce qu'en fait, vous avez un courant de face. Deux solutions. Soit vous êtes capable d'accélérer, soit vous n'êtes pas capable d'accélérer. Et donc, tout se joue ici. Tout se joue à ce moment donné-là. Si on s'arrête dans les 4-5 premières heures, c'est que soit on a un problème technique très fort, soit la météo n'est pas de notre côté, ou soit on ne s'est pas assez entraîné. Et en fait, c'est d'arriver à ce moment donné-là pour être capable d'accélérer. Et d'ailleurs, il y a une petite joke avec mon coach, c'est que lui, ça le fait marrer parce que je ne suis pas un nageur qui utilise ses jambes. Je les ai presque jamais utilisées. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi fait 2 sessions de renforcement musculaire par semaine parce que je devais muscler absolument mes abdos pour être vraiment hypertonique. Et il m'a dit, tu n'as jamais mis autant de jambes dans les 3 dernières heures que pendant toute une année d'entraînement. Et donc, il m'a fallu reprendre, accélérer pour arriver sur cette fameuse plage. Ok. Et c'est tout l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu de cette traversée. Tu te prépares pour être là, à ce moment donné-là, être le plus efficace, sachant que tu es parti à 2h du matin. Donc, il a fallu nager dans le noir. Moi, je nageais dans des conditions qui étaient assez difficiles au départ, avec des vagues d'1 mètre, 1 mètre et demi. Pendant les 4 premières heures, il a fallu. C'était quelque chose de très engageant. Très, très engageant. Mais tu as su rendre le succès inévitable. Ou quasi inévitable. En tout cas, quand j'étais sur le bateau, parce que le bateau t'emmène à la plage et en fait, tu as 400 premiers mètres à faire pour aller sur la plage. La règle du jeu, c'est de sortir, lever les 2 bras et tu dois être pied sec. Quand j'étais sur le bateau, oui, je pouvais en faire plus. J'aurais pu nager plus, j'aurais pu prendre plus de bains, j'aurais pu avoir une préparation plus forte, faire plus d'interviews. Oui, mais non. Quand j'étais sur le bateau, quoi qu'il se passe, peu importe le résultat, j'étais prêt. J'avais passé tous les paliers possibles et imaginables pour me dire je pouvais pas faire plus. Sinon, j'aurais été dans l'épuisement et là, ça aurait été très, très compliqué. Je suis arrivé assez frais et en tout cas, j'ai mis toutes les conditions favorables pour pouvoir le faire. Il faut pas oublier une chose. Et on parlait tout à l'heure de skills entrepreneuriales, c'est d'être flexible. La météo, moi, normalement, ma fenêtre, elle était entre le 9 et le 14 août. On est plusieurs nageurs à passer, pas en même temps, mais on est plusieurs nageurs dans cette fenêtre avec le bateau. Et moi, je faisais partie des derniers nageurs puisque j'ai pris mon ticket à la fin. Et en fait, entre le 9 et le 14 août, il y a eu un typhon sur cette partie de la Manche. Et en fait, le pilote est venu me voir et il m'a dit, Grégoire, en fait, tu pourras pas passer entre le 9 et le 14 août. Et il m'a dit, je sais même pas si tu pourras passer cette année. Donc, vous imaginez, ça fait 1 an d'entraînement. Et là, le type vous dit ça. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de cette action parce qu'avec toute mon équipe, on est resté et il m'appelle et les 2 personnes de mon équipe qui étaient ma fiancée et mon coach, Mathieu, descendent et me regardent et en fait, on a passé 3 heures, on avait acheté un puzzle le temps d'attendre et on a passé 3 heures à ne pas se parler, mais à faire un puzzle. Il y avait une telle intensité qui était en train de redescendre alors qu'on savait même pas si ça allait passer et eux étaient encore même plus déçus que moi. Et en fait, ce que je veux juste te dire par là, c'est que il faut créer les conditions favorables. Mais à des moments, l'univers te montre par A plus B que c'est pas le bon moment. Ouais, bien sûr. Et il s'avère que je suis passé le 21 août et par contre, je suis resté en stand-by après et il m'a dit le lendemain, on est reparti en France. Moi, je suis allé me mettre les fesses dans de l'eau gelée parce que j'avais besoin de garder cette fraîcheur et la gestion du froid. Et en Haute-Loire, près de chez nous, et ensuite d'attendre le coup de téléphone du pilote, de continuer à rester concentré, à avoir ça, et c'est d'avoir été flexible. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé, en fait. C'est de me dire, ok, ça fait partie du deal, tu vas attendre, et peut-être que tu devras attendre plus longtemps,
Et c'est ça a été vraiment un apprentissage assez puissant. C'est de te dire, bon bah écoute mec, c'est quand même la météo, tu Ouais, vas peux pas te rien y mettre faire, en ouais, bien danger, sûr. Ouais. tu vas pas te mettre en danger pour ça. C'est des causes qui sont extérieures à toi, Exactement, il faut apprendre à dealer avec. bien sûr. Question technique que je te posais tout à l'heure avant l'enregistrement, et tu m'as Ouais, dit, je veux pas te répondre tout de suite, comme ça on garde la fraîcheur de la réponse. ouais. Concrètement, tu nages 14 heures d'affilée ou tu fais des pauses? C'est quoi ton rythme typiquement? Tu commences ta course, donc tu pars de la plage, tu vas dans l'eau En fait, ou tu sors, tu plonges du bateau? alors, moi je saute du bateau, Ouais. tu plonges. Tu sautes du bateau, tu vas jusqu'à la plage, tu lèves les bras et enfin pour moi il était 2 heures du matin quand ça a Mmh. démarré. Mmh. Donc il avait un gros faisceau de lumière qui mettait D'accord. sur les parois hyper blanches et magnifiques de l'Angleterre, Ouais. de là où on était, à Shakespeare Beach. Et là tu lèves les mains et là il met un coup de corne et là c'est parti. D'accord. Donc ça se travaille comme ça. En fait, ça se travaille. Si tu te dis, c'est très drôle. Moi, j'essayais de faire le parallèle au départ, ce qui est très bête, de savoir en 14 heures, parce que c'est ce qu'on avait prévu entre 14 à 16 heures avec mon coach. Par rapport à mon niveau de nage, par rapport à ce que j'avais fait, je fais 14 et 1 minute. J'aurais voulu faire moins, mais ça c'est pas grave. Faire moins 13 heures et 59 minutes, juste pour montrer Mmh. que ça aurait pu être mieux, mais aller plus vite, pardon. Mais non, mais pas du tout. En fait, ce qui était très drôle, c'est que c'est un sujet qui se prépare par demi-heure. En fait, tu t'arrêtes toutes les demi-heures. Mais tu dois t'arrêter 20 secondes, entre 20 secondes et 1 minute. Pour une raison très simple, c'est que c'est là où tu risques le plus gros risque d'hypothermie. C'est que tu arrêtes ton corps qui était en mouvement et tu l'arrêtes d'un coup. Et en fait, à ce moment-là, tu bois, tu manges, parce que tu bouffes 14 000 calories sur une journée. Donc, je parlais de l'alimentation qui est capitale sur ce genre. J'ai pas mangé 14 000 calories parce que c'est strictement impossible. Je pourrais même pas le manger. Là maintenant, c'est d'arriver à trouver le bon deal entre ma graisse, parce qu'il faut faire des réserves de graisse et j'ai pris 7 kilos Anticiper ouais. pour la gestion du froid et pour que mon corps puisse taper dedans. Donc c'était déjà d'avoir un gros entraînement là-dessus et de pouvoir manger. Donc toutes les demi-heures, grosso modo, parce que ça peut être 20 minutes ou 45 minutes, c'était selon ma Mmh. fraîcheur Mmh. et l'appréciation de Mathieu. Là, tu t'arrêtes, tu manges un bout et ensuite tu discutes très rapidement. Et moi, je buvais du thé Ouais. tiède et je mangeais des barres vegan ou de la compote ou de la pâte d'amande. Donc OK. et là, je me suis arrêté grosso modo toutes les demi-heures, à peu près toutes les demi-heures. Et tu as le bateau à côté de toi évidemment qui te Ouais, suit et qui te ravitaille ouais, et tu ne te tiens à rien du tout, sinon tu es disqualifié, ouais. c'est toujours dans l'eau, ouais. T'es interdit Mmh de mh. toucher le bateau. Mmh. Donc il y a déjà des peurs aussi de Mmh. dire que tu vas pas toucher quelque chose de solide pendant pas mal de temps et en fait, et de pas marcher tu te ravitailles avec une perche. Et en fait, c'est une perche avec un petit seau et dedans, il te met ta bouffe. Bien sûr, il y a de l'eau salée qui rentre dedans. Donc bien sûr, c'est dégueulasse, faut pas se leurrer, mais l'objectif, il est quand même de se nourrir un maximum et un peu comme un petit phoque, il te balance une gourde et tu vas aller chercher la gourde, tu bois et tu le rejettes et Waouh, c'est génial. il récupère tout. Donc c'était un petit phoque et c'était très drôle parce que dans mes entraînements, je me suis entraîné aussi en piscine et mon coach me faisait faire des rectangles dans la piscine. J'avais la chance d'avoir des conditions très cool parce que j'avais toute la piscine de bron à des moments. Je faisais des rectangles et pendant 3 heures, je n'avais pas le droit de toucher le bord. Donc en fait, tu t'entraînes. Je parlais d'empiler les expériences. Bah ça, c'était des Mmh expériences mh. anodines, mais des expériences qui te permettent en fait de travailler ton rapport à ça. Et dès que je mettais la main, il poussait ma main pour éviter que je prenne l'habitude de m'accrocher, quoi. Yes. C'est quoi l'après là? Parce que du coup, tu as passé un an à travailler pour cet objectif, Ouais. tu l'as réalisé. Je pense qu'il y a un retour un peu au réel. Enfin, une fois que le voyage est terminé, ça va être un peu une sensation de vide, un peu. Comment ça se passe? Comment tu gères ça Bah, aujourd'hui? moi, là, c'est un autre apprentissage. J'en ai eu plein, notamment, et celui-ci qui est de préparer l'après, en fait. Pour moi, c'était très dur. Premièrement, je suis très fatigué physiquement parce que ça a été un an où je suis monté en charge et je suis redescendu un tout petit peu. Donc, même là, pour même aller jusqu'au bout, hier, je suis allé faire du shiatsu et le mec m'a dit, mais monsieur, vous êtes fatigué. Enfin, vous avez presque plus d'énergie et vous êtes très fatigué. Gros apprentissage. Premièrement, ça, quand tu commences à rentrer des volumes de travail, il vaut mieux les rentrer petit à petit. Bon, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, l'après, émotionnellement, personnellement, a été très difficile parce que je m'étais mis une règle d'hygiène de travail, c'est que ça prenait 30% de ma vie.
ça allait prendre, si je voulais m'engager à l'intérieur, ça prenait 30% de mon temps. Et on parle pas de jours ouvrés ou jours fermés. C'est-à-dire que je nageais presque tous les jours. J'étais dans des conditions de bain froid presque tous les jours. Donc forcément, ça a un impact. Pour moi, je ne considère pas comme quelque chose d'irréel. En fait, ça faisait partie de ma réalité pendant ce moment donné-là. Mais par contre, le gros avantage, c'est j'aurais dû préparer beaucoup plus l'après. Qu'est-ce que je fais en fait de ça? Comment je le retravaille concrètement? Et oui, donc il y a forcément énormément de fatigue et il y a eu un gros coup de déprime après. La sensation d'arriver sur la plage était folle. C'était fou. Et même le mois après, j'étais sur un nuage parce que j'avais un sentiment d'accomplissement qui était assez fou. Par contre, c'est l'après. C'est comment on deal avec ça et après. Et je suis en train de l'apprendre un peu à mes dépens. Je suis en train de l'apprendre un peu à mes dépens. C'est que ce genre de choses se prépare pour rester hyper concentré, quoi. Ouais. Comment on reprend finalement sa vie du quotidien, en fait, son travail, après l'expérience. J'avais comme toujours ça, un travail. Hein. Ouais, bien sûr. En fait, ces 30%, ils ont été. Quand je parlais tout à l'heure de savoir qu'est-ce que vous mettez en face, moi, pour réaliser quelque chose comme ça, j'ai dû faire des choix. C'est-à-dire que j'ai dû faire des choix. Je parlais du sujet avec ma fiancée, et du rapport à l'amour et de rapport à tout ça, mais on a dû faire des choix. C'est-à-dire que au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller voir des amis, au lieu de passer du temps à faire peut-être d'autres choses, c'était mis au service de ça. Et donc c'est ça aussi l'engagement à un moment donné. C'est quel engagement, qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en face? Et moi j'ai été capable et je suis très heureux de l'avoir testé. Maintenant, l'après, c'est 30 autres %, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça qui est très complexe à gérer pour moi aujourd'hui. C'est OK, c'est 30%, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Et ça emmène de nouvelles questions. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir partagé ça. C'était vraiment incroyable. Wesley, je te propose qu'on va passer au truc de la semaine, mais avant tout, appel à l'action. Avant tout, si vous avez été vous aussi ébahi par l'histoire de Grégor, je vous invite à soutenir le podcast Systemator. Vous pouvez aller notamment sur Apple Podcast, qui est la plateforme numéro 1 de podcast. On a également Spotify. Il y en a plein d'autres de plateformes. Spotify, Deezer, voilà, celle que vous utilisez. Il y a le site également systemator.tech sur lequel vous pouvez vous rendre, interagir avec nous. On a toujours le Slack qui est lancé, Seb. Ouais. Voilà. J'espère que cet épisode nous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu jusque-là. Et on va terminer avec le truc de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, Grégor, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, moi, je suis un assez gros lecteur. J'adore lire. En fait, ça m'a paru... ça m'est venu comme ça. Je me suis dit qu'on est tout le temps en train de critiquer nos lois, ce qu'on est en train de vivre au quotidien dans la société. Et en fait, cette semaine, je me suis amusé à lire. C'est quelque chose de gratuit puisqu'il est tombé dans le domaine public. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En fait, je trouve ça tellement bizarre. On nous explique que tout part de ça. Et en fait, qui l'a concrètement lu, ça ne prend que 15 minutes. Et au-delà de 15 minutes, ce n'est pas un texte de loi imbitable auquel on pourrait être soumis. Et je trouve ça toujours intéressant d'écouter ou d'entendre beaucoup de gens qui s'y réfèrent. Et en fait, je me suis amusé à le lire cette semaine. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager ça. À un moment donné, on vit dans un monde qui a des règles. Et en fait, c'est intéressant de comprendre de quoi c'est né, pourquoi, comment, de quelle manière. Donc, voilà un peu le truc de la semaine qui m'a amusé. C'était de lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a un truc qui t'a marqué dedans particulièrement? La loi, la première, tu vois, je l'ai en face de moi. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et en fait, juste ce premier article, il y a... Ça veut dire énormément de choses, et je trouve que même l'article premier qui a été écrit en 1789 et en fait je trouve ça hyper fou que ne serait-ce que même le premier article sur lequel tout le monde se réfère a envie de le bafouer ou le bafoue à titre personnel de manière très intérieure. Et donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent qui m'ont marqué à l'intérieur, mais voilà, je trouve ça intéressant. C'est né d'un grand coach que j'adore et
et aux États-Unis et qui parlait que la poursuite of happiness aux États-Unis est inscrite dans la Constitution. Et en fait, je trouve ça assez au-delà de la poursuite, mais l'envie d'être happy est inscrit dans la Constitution. Et je voulais voir s'il y avait des choses comme ça qui étaient assez similaires. Et là, je suis en train d'étudier plus en profondeur le sujet. Voilà. D'accord, trop bien. Super. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Ouais, il est cool ton truc de la semaine. Le mien, Improbable un peu, mais c'est marrant. le mien, ça se passe toujours en France. Donc là, comme vous le savez, si vous écoutez régulièrement le podcast, j'étais à Lisbonne jusqu'au 31 octobre. Et je suis revenu à Lyon pour plusieurs mois. Et en allant donc à la CPAM, à la Sécurité sociale, parce que moi, je suis greffé du foie depuis 4 ans, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc, je prends un traitement. Et forcément, quand on va chercher des médicaments à la pharmacie, on a une ordonnance. La pharmacie vous délivre des médicaments pour 1 mois. Et moi, l'idée, c'était de faire prolonger ça et pouvoir récupérer mes médicaments pour 3 mois, de sorte de pouvoir vivre à l'étranger et ne pas avoir à rentrer à Lyon tous les mois ou demander à ma mère de me les envoyer. Et il s'avère que, en fait, en toute logique, effectivement, je ne suis pas censé bénéficier de la sécurité sociale française si je vis à l'étranger au Portugal. Et donc, ça implique tout un lot de complexité et de complications plutôt. Notamment que, voilà, parce que je suis pris en charge à 100% au niveau de la sécurité sociale, ça veut dire que si je vis au Portugal, je vais plus pouvoir voir mon médecin traitant français puisque ma carte vitale ne fonctionne plus. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis posé la question de savoir où j'avais vraiment envie de vivre et si finalement ce questionnement était le plus important dans ma vie, moi qui suis en train de construire ma carrière en tant que freelance pour l'instant, qui est des projets, des side projects, notamment musicaux. Et je me suis dit, mais en fait, je compare Lisbonne de à peu près 1 an, 1 an de vie à Lisbonne, à Lyon où j'ai vécu 20 ans. Et, et évidemment qu'il y en a une qui va être plus fraîche, plus sexy que l'autre. Tu vois, j'ai envie de faire le parallèle avec les relations. C'est pas comparable. Et évidemment qu'il y en a une qui va m'évoquer la liberté. J'ai quitté mon job, je suis parti avec avec Sébastien. On est parti à 3 à Lisbonne. Et je me rends compte que ma vie, finalement, j'allais dire, elle est là à Lyon. En fait, pas forcément. Elle est là où je le décide, mais elle est surtout à l'intérieur de moi et dans ce que je projette. Donc, ça a été une belle leçon de vie de me dire, déjà, de 1, accepte que il y a des limitations. Dans l'absolu, on peut contourner les choses et je pourrais très bien faire les démarches pour aller vivre au Portugal, mais j'ai pas envie de prendre ce risque au niveau de ma santé. Et donc, finalement, on t'en parlait au début, les contraintes sont merveilleuses. Comment est-ce qu'on construit quelque chose à partir des contraintes? Parce que si tu as 0, 0, 0, 0 contraintes, ça veut dire que si on pouvait voler, on pouvait se téléporter, on pouvait se dissoudre, rien n'aurait de sens. Justement, ça a du sens parce qu'il y a des contraintes et que tu dis, bah voilà, je traverse la Manche, c'est de là à là, point barre. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la géographie du monde. Là, pour l'instant, je suis en France. Mais comme tu dis, je suis pas bloqué en France, je reste en France et ça m'empêche pas de voyager quand j'en ai envie. Et au contraire, je pense que ça risque même de me pousser davantage vers l'étranger. Là, je me suis inscrit dans un groupe qui accueille les expatriés à Lyon. Et c'est ça, finalement, mon envie réelle, c'est de m'ouvrir au monde, de parler anglais. C'est vraiment ça, finalement. C'est plus que vivre à Lisbonne, c'est découvrir des gens qui viennent d'autres cultures. Et je me suis rendu compte aussi, dernière chose, alors j'aurais des milliards de choses à dire, mais en parlant notamment avec Seb, avec ma mère, avec certains de mes meilleurs amis, que à Lisbonne aussi, ce cercle digital nomade notamment dont je faisais partie, j'ai envie de garder contact avec eux évidemment et d'y retourner de temps en temps. Il n'est pas représentatif de la vie à Lisbonne, du Lisboète lambda. Et encore une fois, comparons ce qui est comparable. Et j'adore cette citation, c'est l'enfer, c'est de croire que le paradis existe quelque part. Parce qu'on est toujours en fuite du monde en se disant ce sera mieux là-bas, l'herbe est plus verte, ce sera mieux quand j'aurai ça, ce sera mieux quand j'aurai plus ces pensées, même ça peut être intérieur, mais quand tu acceptes que la vie est duale, c'est là que tu peux vraiment te libérer de toutes ces choses-là. Ouais. Merci. Merci pour effectivement ce partage. C'est vrai que c'est un sujet dont on a pas mal parlé ensemble et c'est vrai que
où vivre? Je trouve que c'est une question assez difficile à répondre parce qu'en fait, quand on commence à voyager, tu as peut-être aussi vécu du coup, Grégoire, vu que tu l'as fait, c'est ok, au final, on peut vivre partout, on peut faire sa vie de manière différente et laquelle on choisit. Et c'est vrai que moi aussi, c'était un gros sujet de discussion. Mm. Je sais pas vous. Bah, moi, au-delà de la question au niveau localisation, moi, quand je suis parti voyager, ma question, elle était juste simple. J'avais juste envie d'aller voir ailleurs, voir ce qui pouvait se passer. Il y avait une forme de fuite, très clairement. Mm. De vouloir fuiter de pas mal de choses qui m'étaient arrivées. Et moi, j'ai un apprentissage très fort, c'est que tes émotions, ta tristesse ou ta joie, tout ça, tu l'emmènes avec toi. Et en fait, c'est un gros bagage. T'emmènes peut-être ton sac à dos, mais ce bagage, tu le charges aussi. Donc voilà. Premièrement, il faut pas partir, aller vivre ailleurs comme une fuite. Ça, c'est un premier gros apprentissage. Et le deuxième, c'est que à un moment aussi, par contre, faut tester. Il faut tester, il faut itérer et il faut aller voir où est-ce que ça nous fait plaisir d'être, où est-ce que ça nous fait plaisir. Mais vraiment, à titre très personnel, faut être un peu égoïste de temps en temps et de se dire, ok, je sais pas moi, d'être près de l'océan, de la montagne, de la mer, de je ne sais quoi. Il faut se poser la question de savoir si c'est vraiment un lieu dans lequel tu te sens et ça te met en énergie. Et il y a ça aussi dans le départ. Il y a un côté très vertigineux dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que bah, tu regardes la carte qui est juste derrière, tu te rends compte que bah, il y a plein de pays, il y a plein d'endroits, il y a plein de choses. Maintenant, la vraie question, c'est de quoi j'ai besoin pour vivre. Euh, et quand je dis de quoi j'ai besoin, si vous montez un business, forcément, il faut être plus proche de tes clients. Alors, même si l'infopreneur te permet de pouvoir vivre de plein de manières, mais la question, c'est de quoi j'ai besoin de vivre, avec qui j'ai besoin de m'entourer. Et je pense que l'écosystème, au-delà du pays, les personnes, l'écosystème est 100 fois plus important. Avec quelle typologie de personnes j'ai envie de vivre, avec quelle entité j'ai besoin de vivre. Et c'est ce que je travaille très souvent avec mes clients. C'est la première base, c'est l'environnement dans lequel tu es. Donc, si tu as envie de réaliser quelque chose, peu importe, il faut se mettre dans un environnement favorable. Et pour ça, il faut faire des choix. Ouais. C'est Très un peu le important. constat que j'ai tiré parce que quand j'étais à Lisbonne, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais à cette époque où je savais pas trop où je voulais vivre dans ma vie. Je voulais bouger un peu partout à ce moment-là. Puis une fois que j'y étais, je me suis dit, mais en fait, c'est les gens qui sont importants, quoi. C'est mes amis qui me manquent, c'est la famille. C'est ça qui est important pour moi et finalement pas tant que ça le lieu. Et on pense au lieu parce qu'on le voit de manière matérielle, le quotidien, etc. Mais finalement, ouais, c'est ça qui m'a manqué le plus. C'est ça que je me dis, non, voilà comment je tranche la question pour moi, quoi. Et je trouve ça tellement beau finalement aussi de trouver de la magie dans ce qu'on connaît déjà et dans ce qui est déjà soi-disant vu et revu. Et c'est ça pour moi la véritable découverte. Alors j'ai l'impression d'essayer de mettre de la poésie, mais de manière très pragmatique. C'est pareil quand on est avec son compagnon, sa compagne depuis longtemps, lorsqu'on bosse dans la même entreprise depuis longtemps, c'est de se dire je peux réinventer les choses telles qu'elles sont plutôt que de toujours chercher de la nouveauté. Et c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez. Et je me rends compte que ouais, à Lyon, il y a plein de choses extraordinaires. Lyon et Lisbonne, de toute façon, c'est deux villes qui sont à peu près de la même taille. C'est pas comme si je comparais, voilà, je venais du cœur du centre de la France. Mais ouais, et Sébastien, toi, tu m'as parlé d'une citation, on pourrait dire, qui est tirée d'une légende de l'océan Pacifique. On revient un petit peu dans milieu l'eau, marin. exactement. C'est que tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Ouais, je trouve que c'est une phrase qui a beaucoup de sens dans ce contexte. Après, tu parles de Toi, tu n'as pas besoin l'enracinement. de pirogue de toute façon. Mais... Bah, Juste les bras, ça suffit. ça dépend de la température de l'eau, ça Ouais. c'est sûr, mais il y a un juste milieu après à trouver. Et le plus important dans l'histoire, c'est juste de pas rester dans quelque chose où comment dire, qui est au milieu, qui est médiocre. Ouais. Regardez la définition du terme médiocre. Très intéressant. Si vous posez-vous cette question dans un endroit, et là on parle de l'environnement, on parle du lieu dans lequel vous vivez. Si ça vous plaît pas, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir tenter ou tester autre chose? Mais
veut pas dire déménager, emmener ses affaires autre part. C'est une solution, mais il y a plein de solutions différentes. Il y a plein de manières différentes de s'enraciner et aussi d'avoir la pirogue. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui vous va le mieux et qu'est-ce que vous voulez tester avant que ça s'arrête, en fait. Mm, mm. Et moi qui adore relier les choses, avant de poser la question à Sébastien sur le truc de la semaine, on peut faire, moi je vois un parallèle évident entre la question de l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, le fait d'entreprendre au sens premier du terme, et cette même question de où est-ce que je vis, c'est trouve ta combinaison, et il n'y a pas de voilà, on voit ces cases un petit peu surfaites, toutes près de ah c'est cool, je vis à Lisbonne, au bord de l'océan, c'est la belle vie, il y a le soleil, machin, et on voit pas l'envers du décor. Et inversement à Lyon, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses partout finalement. Si je puis juste me permettre, Mm. en fait, il faut juste faire attention à pas se faire happer par le piège du voyage et des réseaux sociaux. Mm. En fait, Mm. pour avoir voyagé avec mon sac à dos, les gens me voient comme un bohème. C'est quand même des heures, enfin, par rapport à ce voyage, mais c'est des heures et des heures d'attente dans des aéroports, c'est des heures et des heures de réflexion métaphysique et de savoir mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Je me suis retrouvé dans des situations très compliquées, dans des pays très compliqués, donc et encore, j'ai pas été confronté à la guerre, j'ai pas été confronté à ce genre de choses. Enfin, il faut faire juste attention aux images d'Épinal Absolument. très magnifiques du voyage. Je suis dans cette ville, il fait super beau, il fait super chaud. Et en fait, à force de se bombarder constamment et regarder, à se dire ah tiens c'est génial ce qu'il est en train de faire et autres, le voyage autour du monde c'est génial et autres. Non, tu pars par exemple vivre dans un van pendant 1 an et demi, mais il faut savoir que tu vis dans 7 mètres carrés avec la promiscuité de ta chérie, de la personne avec qui tu es. Enfin, il faut juste remettre, arrêter d'idéaliser constamment toujours toutes les choses qu'il y a autour. Et il faut vivre par soi-même, mais il y a cette forme d'idéalisation auquel il faut faire très 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 attention. Ça nous donne les envies qui ne sont pas forcément les nôtres en réel. Et en fait, on peut le savoir qu'en le faisant, quoi. Tout à fait. Et l'entrepreneuriat en est une sirène. Ouais, L'entrepreneuriat, de se dire que c'est absolument la voie royale. Et, enfin, regardez combien il y a de jobs, combien il y a de... Enfin, voilà, il faut pas oublier ça. Et ça, c'est relié à un truc, c'est sa mission de vie. C'est relié à pourquoi on fait les choses et à notre mission de vie. Qu'est-ce qui nous éclate de manière générale? Et la mission, elle est hyper importante. Et la mission, elle peut se décliner de plein de manières différentes. Voyager en est un, entreprendre, intraprendre en est un, être en slip de bain en est un. Enfin, ah oui, bien sûr. C'est ça, et elle est multiple pour chaque personne. Exactement. Et il faut se poser cette question-là. Yes. La question que j'ai envie de poser, c'est à Seb. Quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, fais-nous rêver. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hytel FR, dont je parle beaucoup, sur le jeu vidéo Hytel qui n'est pas sorti encore et qu'on attend. La chaîne se développe bien, on a 8000 abonnés, on a fait 300 000 vues depuis un petit peu moins d'1 an, donc on est vraiment premier en francophonie sur le sujet. Nos concurrents ne sont plus là parce qu'ils font plus de contenu alors que nous on continue de sortir toutes les semaines. Et au final, on a un peu cette routine de quoi qu'il arrive, on sort notre vidéo chaque semaine. On essaie de grappiller, de passer de 8000 à 9000 peut-être, mais ça va lentement. On se rend compte que avant, en 1 mois, on pouvait gagner 2000 abonnés. Là, en 1 mois, on va plus en gagner peut-être 400, 500, donc c'est long. Mais on doit le faire parce qu'on ne peut pas mourir en tant que site d'actualité sur un jeu. Si on arrête, on meurt en fait. Et on s'est rendu compte aussi que à l'international, les autres chaînes ne font plus vraiment de vidéos non plus parce qu'en fait, ça fait un trimestre qu'on n'a pas d'infos sur le jeu. Donc nous, on continue de créer des choses sur base de rien, en cherchant chaque petit détail, chaque petit moment dans les vidéos, en posant des questions à la communauté qui reste active. Et donc on essaie vraiment de broder avec peu de choses. Mais au final, on est dans une routine où on essaie de survivre, on essaie de développer Instagram à côté. Sur Google, on est premier sur notre sujet en France. Mais on a, entre guillemets, réussi la phase 1, qui est la phase avant que le jeu sorte. Quand le jeu sortira, il y aura une nouvelle phase où là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Mais pour le moment, entre guillemets, on a gagné cette phase et on est juste dans maintenir notre position. Et c'est vrai que j'en parlais avec un ami qui rejoint ce projet et qui me dit, mais attends, si plus personne ne fait de contenu à l'international, mais vous pouvez pas passer à côté de l'opportunité de passer premier mondial en fait. Et j'étais là, c'est vrai, mais d'un côté, on a déjà essayé de faire des vidéos en anglais. Moi, c'était très, très douloureux de le faire. C'était assez compliqué. Mais en même temps, les choses ont changé. On est une équipe, on est en train de structurer ça en entreprise. Enfin, vraiment, ça prend vraiment une belle forme.
Et je me suis dit, mais il a raison, on peut pas passer à côté de cette opportunité, ça va être très dur, mais il faut qu'on prenne des cours d'anglais une fois, 2 fois par semaine, qu'à chaque fois on produise nos vidéos en anglais là-dessus, quitte à les sous-titrer, quitte à se moquer un peu de notre accent français un peu pourri sur les vidéos, mais en tout cas, il faut qu'on saisisse cette opportunité qui est très limitée, c'est une fenêtre de tir très courte, et si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu cette opportunité qu'on va essayer de foncer pour saisir, parce que si jamais ça marche, notre projet il prend une ampleur tout autre et on pourra potentiellement faire à l'avenir x10 sur tout ce qui est possible de faire, et ouais, ça change absolument tout si on y arrive. Donc voilà, ça nous a pris d'un enthousiasme de se dire en fait ça ne fait que commencer, et ok, on a gagné la France, la francophonie, c'est cool, mais en fait on voit quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus dur, et un peu cette sensation comme au tout début de ce projet. Au tout début de ce projet, on était un peu les outsiders en fait. Les autres avaient monté leur site sur le jeu, ils étaient tous plus connus que nous, ils avaient déjà une communauté, nous on partait de zéro, et on a tout construit de zéro, et on a réussi à dépasser tout le monde et à devenir un peu leader sur le sujet. Et ce voyage justement était grisant, quoi. Se rappeler que pour passer de 200 à 400 abonnés, on a cravaché pendant des jours et des jours, on s'est pris la tête, on a essayé de faire plein de choses nouvelles, et on se faisait beaucoup rejeter aussi par les autres qui disaient non, mais ça nous intéressait pas, venez pas nous parler des sites concurrents, alors qu'on essayait de créer du lien ensemble. Et au final, avoir un peu de cette sensation de on va sur un nouveau terrain, sur une nouvelle culture aussi, et puis on va apprendre beaucoup, parce qu'on va apprendre à faire des vidéos en anglais, on va tout sous-titrer, c'est un vrai challenge aussi personnel, mais à la fin, que ça marche ou ça marche pas, on sait qu'on va en retirer tellement que ça vaut 100 fois le coup, et tout le monde est dans l'équipe est enjoué de ce défi, et c'est chouette parce qu'il y a ce côté, ouais, on pourrait mettre les freins en mode ah non mais attendez, c'est quand même risqué de s'éparpiller là-dessus, en France ça marche bien, on pourrait rester là-dessus, continuer, et là en fait tout le monde a dit non mais c'est vrai, c'est une bonne idée, ça va être dur mais allons-y, il faut le faire, quoi. Et ouais, j'avais envie de partager ça, il y a un gros enthousiasme dans l'équipe. Bravo, en tout cas, voilà. moi je le sens, cet enthousiasme, il est vraiment contagieux. Je vois que Grégoire aussi. Et ouais, tu as trouvé une vraie bonne raison de bosser ton anglais. Ouais, c'est clair. Ah, ça y est, quoi. Bon, D'ailleurs, je vous enverrai le lien de la chaîne en anglais parce qu'elle existe déjà, il y a déjà des vidéos dessus, mais il n'y a que les miennes pour le moment. Je vous l'enverrai dans quelques mois. Vous pourrez comparer. on pourra aller se faire des meet-up en anglais, hein, Tout à rencontrer fait. des gens qui viennent un peu de partout, comme ça on assouvira nos besoins respectifs. Tout à fait. Et puis c'est vrai que l'anglais est un gros sujet, hein, donc voilà, Yes. c'est la meilleure façon de s'améliorer. Et puis ouais, ça ouvre aussi sur le monde aussi d'une certaine manière, de pouvoir ouais, développer une chaîne YouTube en anglais. C'est quand même c'est comme sympa. Voilà. Génial. Bah voilà. Petite question sur les droits de l'homme, ou tu l'as récupéré où du coup? Parce que là, je vois que sur la table, tu as un Kindle. Oui. Donc, raconte-nous où est-ce qu'on peut lire les droits de l'homme. Bah, tu peux le lire dans toute belle bibliothèque qui existe un petit peu de partout, où tu peux forcément le trouver. Et ensuite, tu vas juste sur Kindle, tu tapes les droits de l'homme, et en fait, il y a beaucoup de livres qui sont tombés dans les j'allais dire dans les geôles publiques. Ça veut dire qu'ils sont complètement gratuits. Ouais, Donc, ouais. les droits de l'homme le sont, et il y a plein de livres en fait qui sont des basiques. Et c'est marrant parce que je me posais cette question. Ça rend bien à un sujet, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre en fait à l'école? Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre peut-être de différent? Je suis très heureux d'avoir appris tout ce que j'ai appris vraiment, hein, mais même si j'ai jamais été très bon au-delà de la question de la notation, mais il y a plein de choses, et notamment comprendre un peu les lois dans lesquelles, comprendre un peu mieux notre système dans lequel on vit. C'est ça que je trouverais vraiment intéressant. Et il y a plein de sujets, notamment former à comment gérer de l'argent, Ça, c'est les vrai que ça sujets manque. sur la sexualité qui ne sont pas liés que au MST et autres. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que on prend toujours le pire. On est en train de voir toujours le pire dans notre manière de nous former, ou dans la manière de nous donner la curiosité. Et en fait, au-delà de parler des droits de l'homme et de cet apprentissage, en fait, c'est un rapport à la curiosité. On nous dit qu'après nos études, ok, ça veut dire que vous avez tout appris, et que si vous sortez, je sais pas moi, de Ponts et Chaussées X, ou vous avez fait un BTS lambda, vous allez rester là. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant avec la société, dans la manière dans laquelle elle est en train de se structurer, c'est que ces anciens paradigmes existeront toujours.
De moins en moins, je pense. Ouais. mais vont exister, vont s'atténuer et vont se gommer. Donc voilà, en fait, ça emmène à un rapport à qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et vous voyez, les droits de l'homme, c'est pas un truc imbitable. C'est très drôle. C'est 4 lois. Enfin, il y a 4 lois. Il y a plusieurs lois, mais chacune a été émise à un temps donné et précis. Et en fait, c'est drôle de se dire qu'il y a une intemporalité là-dessus. Et de se dire qu'on se réfère à quelque chose qui a été fait en 1700 et quelques, et en fait qu'on réutilise encore aujourd'hui. Et est-ce que c'est pas obsolète? Est-ce que ça l'est? Enfin, je n'en sais rien, je suis personne, mais avant d'émettre une opinion, à un moment, il faut arrêter d'émettre des opinions sur tout, et il faut d'abord étudier, comprendre, ou au moins passer du temps et quelques heures avant de pouvoir de se forger sa propre opinion avant même de toujours se prémâcher tout. Et c'est ça que pour moi qui est vraiment important, au-delà des droits de l'homme, qui est intéressant, mais c'est vraiment d'apprendre et de pouvoir dire qu'à un moment donné, vous pouvez pas répondre à tout, et on ne peut pas répondre à tout, et voilà, et d'avoir un avis sur tout. Je trouve qu'il faut essayer d'abord de s'ouvrir l'esprit et d'écouter un peu les tenants et les aboutissants, les deux extrêmes, pour essayer de comprendre, parce que voilà, tout n'est pas binaire ou manichéen. Et donc voilà, au-delà de cet apprentissage d'apprendre ça, c'est que vous voyez sur la table, moi j'ai mon téléphone portable, j'ai ma tablette. En fait, en 5 secondes, je peux passer du temps à apprendre et à être curieux, et je peux passer du temps à apprendre sur un sujet qui me touche, et ça, c'est ouf. En fait, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Par contre, la vraie question après, c'est sur quoi concrètement on a envie d'apprendre. Et ça, c'est encore un autre. Et apprendre à apprendre aussi. Mais bon. Oui. D'ailleurs, à l'école, ça. J'ai appris et j'ai réappris à apprendre. Il y a un magnifique cours du MIT sur Coursera qui est apprendre à apprendre. Je me suis amusé à me demander, mais en fait, peut-être que j'ai pas été bon à l'école parce que j'ai jamais appris à apprendre. Et il faut prendre sa responsabilité à un moment donné. Et donc, c'est ça, la vraie question. Vous imaginez qu'à 30 ans, pour avoir accès à un cours du MIT ou avoir accès, il fallait faire une demande sponsorisée par quelqu'un qui avait des connaissances en interne. Ces connaissances en interne, il te disait si oui ou non tu pouvais te déplacer pour aller prendre. Et maintenant, tu tapes, tu vérifies tes sources, mais derrière, il y a la possibilité d'apprendre énormément de choses dans plein de domaines divers et variés. Il suffit de se donner la peine et les moyens. Et je trouve que c'est une époque juste géniale pour ça. Ouais, c'est incroyable. Coursera, c'est un site incroyable parce qu'il y a les cours, mais d'université les plus grandioses du monde finalement dessus. Gratuite, quasiment tout est gratuit, il me semble. Oui, la plupart sont gratuites, et ensuite après, si tu veux un certificat, là tu payes pour avoir ce certificat, mais c'est assez dingue. C'est assez dingue, et surtout que c'est des universités et des écoles qui en fait réfléchissent à comment donner, vraiment à partager l'information. On n'est plus vraiment sur on édulcore et on donne le reste. Bien sûr qu'il doit y avoir des cours un peu en off, il y a des choses comme ça, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de pouvoir aller piquer de la curiosité et d'aller se renseigner sur plein de choses, en fait. C'est clair. Et la question, c'est combien de temps par jour on passe à le faire. C'est ça. Et je trouve que cette nourriture intellectuelle, elle est hyper importante, en fait. Elle n'est plus qu'après l'école. C'est vraiment de continuer à apprendre. Et l'intrapreneuriat, en est un, clairement. Tout à fait. Et il y a Systémator aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait ça finalement. C'est aussi pour vous partager des choses qu'on apprend, des rencontres qu'on a aussi, des livres, des processus, des choses qu'on apprend. Et puis même pour nous aussi de le restituer. C'est la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de le réapprendre à quelqu'un. Et donc c'est aussi pour ça. Donc voilà. Merci beaucoup Grégor pour ce super épisode. Merci Wesley. Merci à vous les gars. Et à vous qui nous écoutez aussi. C'était un vrai plaisir, et je finirai toujours, si ça vous gêne pas, par une question. Et vous, c'est quoi votre manche? Pour tous ceux qui nous écoutent, pour vous, je vous demande pas de me répondre maintenant, mais et vous, c'est quoi votre manche concrètement? Je vous souhaite une belle journée. Voilà, merci beaucoup Grégor. Rendez-vous sur systemator.tech, TECH, pour toutes les informations sur le podcast. Ça sort tous les lundis à 6h du matin sur vos plateformes de podcast préférées, sur YouTube en direct à midi le lundi. Donc si vous ne savez pas avec quoi manger, Systemator est là. Voilà, et puis on vous remercie de votre fidélité, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Merci. Ciao.